De nos jours, de nombreux conducteurs de mototaxi enfreignent la loi en transportant 2 passagers, voire plus, dans le seul but d'augmenter leurs revenus. Ceci malgré les interpellations fréquentes des agents de la circulation. Le numérique a apporté des changements significatifs. Il a engendré une prolifération de publicités pour des produits pharmaceutiques, impactant ainsi les professionnels du secteur. Notre rédaction se penche ce soir sur la question. Merci pour votre constante fidélité, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à la grande édition de ORTM2. Poursuite de notre série de reportages sur le 22 septembre. Sur le plan vestimentaire et de coiffure, certaines tendances ont marqué le bon vieux temps. Il s'agit par exemple des pantalons à pattes d'éléphant et des coiffures. Entre autres tendances tombées dans les oubliettes, cédant la place à d'autres au fil du temps. Sabine Keita. En 1960, lorsque le Mali accéda à l'indépendance, les dirigeants politiques, conduits par le président Modibo Keïta, choisirent le socialisme comme fondement de la construction nationale, construction qui prenait en compte le système vestimentaire. À l'époque, les habitudes vestimentaires étaient essentiellement orientées vers le consommé local. Donc ce consommé local n'était pas seulement la transformation de nos produits agricoles, notamment le coton, pour nous permettre de nous habiller, mais également de faire en sorte que cet habillement que nous faisons reflète notre culture dans son essence. Alors c'est pourquoi à l'époque, on voyait que la plupart des cadres politiques s'habillaient en ce que je peux appeler aujourd'hui, comme les Burkinabés le disent, en faso d'Anfani. Dans les années 60, nous nous habillons en tendance de l'époque avec des modèles d'habits comme Kédé Cheval, Ananas, Swadjabibini en Bambara et on se tressait typiquement africain. La période des années 70 et 80 sera marquée par certaines tendances vestimentaires et de coiffure, ayant alors retenu l'attention du grand public. Les pattes d'éléphant, par exemple, puisque vous en faites allusion, je crois que c'est arrivé à un moment où un grand festival international s'était tenu à Woodstock. Où un guitariste noir américain était à la une, Jimi Hendrix. Et son habillement était serré du haut, mais vers le bas, au niveau des pattes, c'était large. Et on appelait cela patte d'éléphant. Alors c'est ce qui a fait, avec l'image que Jimi Hendrix a lancée au cours de ce festival-là, de Woodstock, alors tout le monde, tout de suite, a voulu faire comme Jimi Hendrix. C'est de 70 jusqu'à 80, c'était la mode des pattes d'éléphant et des oreilles d'éléphant, plus les têtes de nègre. Et la mode venait d'habitude de l'Occident, mais entrait en Afrique par les pays côtiers, et plus précisément par la Côte d'Ivoire. Et de la Côte d'Ivoire, les modes rentraient sur le continent, le Mali, le Burkina, etc. Ça a marqué toute la jeunesse de l'époque. Et des gens se faisaient amaigrir pour pouvoir porter ces vêtements, parce que les chemises, c'était des chemises serrées. Et si tu mangeais, tu ne pouvais pas les porter. Bon, les pantalons, il ne fallait pas avoir de grosses cuisses non plus. Peu connues de la jeunesse, les anciennes tendances couplées au tissu typiquement africain peuvent faire l'affaire. Je connais les pattes d'éléphant, mais je dis que je n'ai pas porté ça. Mais c'est mes vieux qui m'ont dit ça. Et autrefois, ils s'habillaient en pattes d'éléphant et surtout les têtes de nègre aussi. Que l'on donne une identité à un vêtement. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Mais le Premier ministre, vraiment, il fait son mieux. La première de jeu, c'est d'ouvrir nos usines. La commanderie élitément qui produisait nos habits auparavant. Tous sont unanimes que c'est avec l'affirmation de notre identité culturelle à travers l'habillement que le Mali pourra avoir sa véritable indépendance. La qualité du vêtement est là. Que ce soit patte d'éléphant, que ce soit traditionnel, il y a une qualité du coton, du tissu. Ça, c'est primordial. Maintenant, combiner les deux modes pour faire un seul vêtement serait une très bonne chose aussi. Parce qu'il ne faut pas laisser tout dans les armoires.
il faut les ressortir et trouver une nouvelle tendance. Pour moi, c'est ça aussi, faire de la culture mélangée, quoi. Quand on nous dit de revenir à une tendance vestimentaire, je ne dis pas de s'habiller exactement comme moi je le fais, mais de faire en sorte que nous arrivions progressivement à faire en sorte que notre coton, au lieu d'être exporté en produit brut, qu'il y ait quand même une sorte de plus-value. Pour avoir notre indépendance vestimentaire, il faut surtout revenir à nos anciennes tendances vestimentaires pour le bonheur de tous. Entre autres témoignages qui illustrent à suffisance combien important de ces styles vestimentaires qui ont marqué leur époque. Je le disais au sommaire, un civisme dans la circulation. Il n'est pas rare de voir des conducteurs de mototaxi transporter à la fois 2 clients, voire plus, dans le seul but d'augmenter leur revenu journalier. Une pratique pourtant interdite car augmentant les risques d'accident de la route. Dalla Traoré. Un conducteur de mototaxi transportant à la fois 2 clients, une nouvelle tendance en matière de transport impliquant cette catégorie d'engins. Clients et conducteurs, chacune des parties a une part de responsabilité. À la demande de certains usagers, certains conducteurs n'hésitent pas à s'y engager pour la simple raison que la pratique leur permet de faire d'une pierre 2 coups et de générer assez de revenus. J'ai l'habitude de transporter 2 personnes. Je le fais pour des raisons précises. Par exemple, quand 2 clients se présentent à moi, je leur demande s'ils souhaitent monter sur la même moto ou s'ils veulent une deuxième. Les clients eux-mêmes proposent souvent ce service et nous aussi. Nous le faisons lorsque l'activité tourne au ralenti. Même si c'est risqué, c'est avantageux pour nous puisque nous gagnons plus. Les policiers m'ont une fois interpellé par rapport à cela. On nous a expliqué les risques liés à cela. Je le fais lorsque le client a un enfant. Dans ce cas précis, il lui est difficile de prendre 2 mototaxis. Il y a d'autres qui dépassent le nombre, ce qui n'est pas normal, surtout en circulation. Cependant, certains conducteurs de mototaxi évitent tout risque en s'adaptant à la réglementation. Non, moi je ne l'ai pas fait. Parce que je sais que c'est quelque chose qui est risqué. Pour les conducteurs qui prennent les 2 clients, donc moi ce que j'ai à leur dire, c'est de ne pas prendre 2 clients. Non seulement si tu prends 2 clients, tu mets en danger ta vie, en même temps tu mets la vie des passagers en danger aussi. Donc c'est quelque chose qui n'est pas bon. La plupart des cas, c'est à cause de l'argent, quoi. C'est à cause de l'argent qu'ils font ça. Bon, il y a d'autres qui le font par... ils ne savent pas ce qu'ils font, quoi. Ils ne savent pas exactement ce qu'ils font, bon. J'ai des principes. Je ne transporte pas 2 personnes à la fois. Je ne conduis pas les personnes âgées. Ces décisions sont personnelles. Et elles sont par mes vécus en 3 années d'exercice de ce métier. Quand on le fait en prétendant y gagner plus, on s'expose à l'interpellation par les agents de circulation et paiement d'amende. Il en est de même pour d'autres clients pour qui l'évitement de la pratique minimise les risques d'accident. Par rapport à ça, moi je trouve que ça là vraiment c'est pas normal. On doit réprimander ça. Ce n'est pas normal parce que si une seule personne sur une moto, tu vas prendre 2 personnes, tu vas tuer 3 personnes, 4 personnes. Ce n'est pas normal. On doit même prendre une loi par rapport à ça. Ce n'est vraiment pas intéressant. Si on peut lutter contre ça, vraiment on n'a qu'à le faire rapidement. Sinon, je vois même des petits enfants de 2 ans, 3 ans avec leur maman, la maman a l'enfant au dos. Elle a un enfant devant elle et le père est devant lui, il a un enfant encore devant. Ça fait combien de personnes? Qu'il se limite à une personne pour préserver la sécurité des usagers. C'est la faute à certains clients qui insistent sur ça. Je leur demande d'arrêter. Entre autres réactions qui attestent combien clients et conducteurs sont partagés sur la question. En entendant une mesure idoine en la matière, la pratique continue de la plus belle manière au vu et au su de tous.
Les temps changent, a-t-on coutume de dire. Avec le numérique, on assiste de nos jours à toutes sortes de publicités portant notamment sur des produits traditionnels et même pharmaceutiques. Certains parmi eux font ce qu'ils qualifient de consultation en ligne tout en proposant des remèdes. Omar Enza Traoré pour plus de détails. Les réseaux sociaux sont des canaux d'information et de communication permettant de mettre en contact des personnes issues de différentes sociétés. Parmi ces réseaux, on peut citer Facebook, TikTok, WhatsApp, entre autres. À l'ère du digital, ces applications font la vedette en termes de promotion des produits pharmaceutiques. Un phénomène qui n'est pas sans conséquences. Le numérique, c'est donc vraiment une activité d'innovation, hein. Mais il y a aussi des petits problèmes aussi que ça peut nous poser, surtout au niveau de la sphère sanitaire, hein, les sciences médicales et la prise en charge aussi des patients, hein, c'est très important. Et il faut reconnaître que une profession comme la nôtre, la profession médicale, est régie par l'ordre des médecins. L'ordre des médecins qui doit quand même autoriser à la personne d'exercer. Bon. Et un peu même avant ça, lorsqu'on arrive dans le pays aussi, qu'on soit diplômé, vous devez passer par l'enseignement supérieur pour avoir une équivalence dans notre pays qui vous donne un titre soit de médecin ou bien de paramédical, infirmier ou sage-femme. Mais quand même, la révolution numérique a apporté aussi des bénéfices pour le corps médical, à savoir la télémédecine, où on peut aussi à distance gérer les problèmes de santé de nos populations. Sur les réseaux sociaux, des personnes qui se font passer pour des médecins n'hésitent pas à faire des consultations et propositions de médicaments en ligne. Une pratique qui préoccupe à plus d'un titre. Le risque à ce niveau, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, il y a peu de personnes sérieuses. Et il y a trop de menteurs, il y a trop de profiteurs, il y a trop de populistes. Donc il y a de ces gens-là qui profitent de la situation de besoin de certaines personnes pour se faire de l'argent, sans se rendre compte et sans penser réellement c'est à quoi l'intéressé lui-même s'attend. Donc lorsqu'il y a des situations comme ça, il faudrait bien examiner. C'est vrai, il est à distance, il t'appelle, mais prends toujours des renseignements. Rassure-toi que c'est la bonne personne. Rassure-toi que c'est une personne morale. Cependant, la question est diversement appréciée. Si certains parlent de la dangerosité des réseaux sociaux dans le domaine sanitaire, d'autres soutiennent qu'en ce XXIe siècle, ces applications deviennent de plus en plus incontournables pour faire la promotion des produits en vente. En réalité, ça peut être une opportunité, comme vous êtes en train de le dire. Et au XXIe siècle, nous devons partir avec des choses dans cette direction. C'est-à-dire, on ne va pas se permettre de se déplacer pour toutes les choses. C'est-à-dire, c'est une opportunité quand même, à mon avis, pour les patients d'avoir des soins à distance sans se déplacer. Et des fois même, vous pouvez avoir besoin de certains soins. Et vous allez trouver que l'endroit où vous devez vous rendre pour faire ces soins-là, c'est très loin. Donc facilement, vous pouvez le faire à distance et c'est intéressant. Mais sauf que chez nous, en Afrique ici, quand nous, Africains, on rentre dans les choses, c'est-à-dire nous essayons de mélanger les choses, c'est-à-dire des fois, tu vas trouver sur des gens, en réalité, ils font des trucs sur l'Internet, mais au finish, tu vas te rendre compte que c'est pas bon. Parce que ce ne sont pas des gens... Je veux parler des arnaqueurs en quelque sorte. Les réseaux sociaux constituent un lieu de rencontre et de divertissement pour de nombreuses personnes. Qu'à cela ne tienne, des mesures drastiques sont nécessaires pour recadrer la toile. Un mot de santé dans cette édition. L'épilepsie est une maladie qui se manifeste par des convulsions se produisant momentanément suite à des
crise, la personne perd le plus souvent la connaissance. Elle est considérée par certains comme un mauvais sort. Samba Sanogo. Les maladies du système nerveux peuvent toucher beaucoup de personnes. Parmi ces maladies, on peut parler de l'épilepsie. Cette maladie connue de tous dans notre pays se manifeste par des convulsions. Quand une personne est atteinte de la maladie, il faut se rendre chez un médecin spécialiste. Ce qu'on voit très généralement, c'est des crises généralisées. La personne tombe, elle fait des secousses musculaires, elle commence à baver et à la fin, là, on voit que la personne ne retrouve pas immédiatement la conscience. On peut avoir les urines à la fin et peut-être ça ne peut pas l'avoir aussi. On peut avoir des morsures des lèvres ou de la langue. Il y a plusieurs causes qui expliquent l'épilepsie qui touche aujourd'hui beaucoup de personnes. Il y a une certaine partie de la population qui naissent avec, on appelle d'ordre génétique. Là, c'est des gens qui sont nés avec. Ça ne veut pas dire que c'est transmissible, c'est héréditaire, mais c'est génétique, c'est dans les gènes de la personne. Après, il y a certains événements courants même de la vie qui peuvent donner l'épilepsie, notamment les traumatismes. Ce qu'on appelle traumatisme, c'est tout choc brutal qui atteint le cerveau, qui atteint la tête. Dans ce cas-là, le plus fréquent dans notre contexte, c'est les accidents de la voie publique. On peut aussi avoir des causes infectieuses. Le palu, dans notre contexte, est vraiment pourvoyeur de crises d'épilepsie. Par l'un des moyens, nous avons à notre niveau au Mali les électroencéphalogrammes, nous avons les scanners, le TDM, nous avons également les IRM. Tous ces moyens peuvent nous permettre d'affiner notre diagnostic. Avec l'évolution de la maladie, si rien n'est fait, il faut s'attendre au pire. Du fait que c'est des crises qui viennent sans prévenir en fait. Ça peut venir au cours d'une causerie avec quelqu'un, ça peut survenir au cours d'un sport, ça peut survenir quand on conduit une moto ou bien une voiture. Aujourd'hui, ceux qui souffrent de cette maladie ont besoin de traitements sédatifs, mais aussi de leurs proches au moment de la crise qui peut arriver à tous les moments. La vigilance doit être de mise, car si la crise arrive dans certaines situations, le malade peut tomber dans une position délicate avec des conséquences. Finale de la compétition de football organisée par l'ONG Néhémie. C'était dimanche à Djelibougou, en commune 1 du district de Bamako. Elle a opposé le JSD de Djelibougou à Modern Foot de Doumonzana. Pour rappel, ces équipes se sont affrontées lors du tournoi. Les détails avec Hawa Sidibi. Permettre aux jeunes de se récréer pendant les vacances scolaires à travers le sport, c'est l'objectif de ce tournoi de football initié par l'ONG Néhémie Mali. La finale a opposé JSD de Djelibougou en bleu à Modern Foot de Doumonzana. Dès l'entame de jeu, l'équipe JSD ouvre le score à la 2e minute du jeu. Malgré les tentatives de Modern Foot, le score reste inchangé jusqu'à la mi-temps. À la reprise, JSD multiplie les occasions et parvient à marquer à nouveau. Mené 2-0, Modern Foot sonne la révolte et réduit l'écart, 2-1. Le score restera inchangé jusqu'à la fin du match. Nous sommes pendant les vacances scolaires. Au lieu que les enfants se promènent par-ci par-là, alors il était important d'organiser un tournoi entre les enfants, entre les jeunes, pour les occuper, pour ne pas qu'ils aillent s'adonner à autre chose, mais qu'ils s'adonnent au sport, parce que le sport, ça épanouit, le sport est bon pour la santé, et voilà un peu ce qui nous a un peu motivés à organiser ce tournoi. Cette 2e édition de ce tournoi, qui vise à rassembler les jeunes autour d'un idéal commun, a été appréciée par les habitants de Djelibougou. Vraiment, moi je suis très ravi de l'ONG ACP Néhémie Mali pour son implication dans le développement du football à la base. Moi, surtout dans mon secteur, vraiment je suis très satisfait. La finale c'est très bien joué, le meilleur a gagné. Je la félicite. Kodjo, c'est aussi un jeune du quartier, je l'encourage vraiment dans son travail. Au titre des récompenses, le meilleur joueur et le meilleur buteur ont reçu chacun une prime. L'équipe vaincue a reçu une enveloppe symbolique, tout comme le vainqueur qui remporte le trophée. Mais auparavant, une minute de silence a été observée en la mémoire de Salif Keita Domingo. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Rendez-vous demain à la même heure et avec le même plaisir.
Au revoir.